BFM Business, BFM Bourse. Les réponses aux questions. Les réponses aux questions avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Laplace. Juste en 2 mots, si on peut rappeler qui est Laplace. Laplace, c'est une société de conseil en gestion privée qui est l'émanation d'un build-up, donc de dizaines d'entités. Très clair. Bon, on va voir ça, tout ça, avec des questions très concrètes à vous poser aujourd'hui, notamment cette question de Julie qui nous a posé une question sur notre site internet bfmbusiness.com. Je mets gratuitement à disposition un logement à ma fille. Mon fils peut-il contester ? Formidable. Donc elle prête un logement gracieusement, j'entends, à sa fille. Bien évidemment, elle est libre du temps de son vivant. On administre et on gère son bien comme on l'entend. Le seul problème, c'est au jour de son décès. Est-ce qu'on pourrait venir lui reprocher le fait d'avoir mis gracieusement, donc d'avoir enrichi en quelque sorte l'enfant qui ne paye pas de loyer et qui, corrélativement, peut disposer d'épargne puisque, évidemment, il n'a pas ce loyer à payer. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher ? Oui, on pourrait lui reprocher si jamais on prouve que c'est une donation. Pour qu'il y ait une donation, il faut qu'il y ait un dessaisissement. Le dessaisissement, on l'a, mais évidemment, puisque là, on a les dispositions du bien. Elle peut vivre, sa fille, dans son bien. Et puis, il y a un enregistrement corrélatif, on l'a vu. Le seul problème, c'est l'intention libérale. Pour qu'il y ait une donation, la jurisprudence de la Cour de cassation nous dit en 2012, pour qu'il y ait une donation, eh bien, il faut qu'il y ait la volonté de s'appauvrir et de gratifier l'enfant. La Cour de cassation, en 2022, a estimé qu'effectivement, il fallait rapporter, c'est-à-dire réintégrer dans l'actif de la succession, eh bien, la valeur des loyers, en l'occurrence, pour 44 ans de prêt gracieux à un enfant, eh bien, cet enfant a dû indemniser son cohéritier à hauteur de 260 000 €. Donc, si c'est trop long, si c'est pas justifié, en tant que tel, pour une durée temporaire, parce qu'il y a l'obligation alimentaire aussi qui peut exister, bien évidemment. Donc on peut très bien, là du coup, si c'est sous le même toit, il n'y a pas de difficulté. Si c'est sur un autre bien, eh bien il y a un appauvrissement, on ne perçoit pas de loyer, eh bien on doit rendre compte au cohéritier qui, lui, malheureusement, n'a pas pu vivre dans le bien. Donc attention, pas trop long, et puis il faut que ça soit justifié. Il faut que ça soit justifié, donc attention Julie par rapport à cette mise à disposition de votre logement. Deuxième question de Jean-Paul, qui a un compte en ligne, faut-il le déclarer ce compte ? Jean-Paul, je présume qu'il a un compte en ligne en France, dans un établissement sur le territoire, il n'y a pas de difficulté. Mais si le compte en ligne était émis par un établissement et géré par un établissement qui est basé en Europe, les libres prestations de services, on le rappelle, tous les établissements agréés dans l'Union européenne peuvent très bien proposer leurs services aux citoyens des autres États membres. Et c'est le cas notamment de toutes les néobanques. Eh bien, ces comptes qui sont ouverts dans des établissements basés à l'étranger doivent être déclarés à l'administration fiscale lors du dépôt de sa déclaration de revenus, le 7 juin prochain, en ligne. Donc, dans la déclaration 2042, il y a une case, la case 8UU, il faut la cocher. Et puis, il faut remplir un formulaire, le formulaire 3916. Il faut marquer son identité, le numéro de compte, c'est un compte joint, un compte ordinaire, bref, tous ces renseignements classiques, si je puis dire. Parce que si on ne le fait pas, si on ne remplit pas ça, si on a un compte, je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, on connaît Revolut, N26, tous ces établissements qui sont PayPal, compte PayPal, il faut le déclarer, le compte PayPal, bien évidemment. Car si on ne le déclare pas, il y a des échanges automatiques d'informations depuis le G20 de 2014. Si on ne le déclare pas, 1 500 € d'amende. Et si cet établissement est sur un territoire non coopératif, territoire qui n'a pas signé de convention de lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, ça peut aller jusqu'à 10 000 € tous les ans. Et par contre, donc tous les comptes qui sont ouverts à l'étranger, y compris des comptes en ligne, doivent être déclarés le 7 juin prochain, avant le 7 juin prochain, date limite, dans la déclaration d'impôt sur le revenu en ligne, case 8UU, formulaire 3916. D'accord. Bon, il faut faire très attention par rapport à ça. Même attention. si on a quelques dizaines d'euros, centaines d'euros, pas forcément son compte principal, il faut le déclarer. Sur des comptes qui peuvent servir pour des paiements classiques et qui ne sont pas rattachés à son compte, on est bien d'accord. Donc c'est pas pour American Express par exemple. Donc, mais attention, tout PayPal, Revolut, N26, je ne vais pas faire de publicité pour ces néobanques, mais toutes ces néobanques, attention, la sanction est automatique car il y a un échange automatique d'informations entre les États coopératifs, tous les États qui sont membres de l'Union européenne. Troisième et dernière question de Dominique, qui souhaite déduire ses dons de ses impôts. Quelle option, l'IR, donc l'impôt sur le revenu, ou plutôt l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière ? Bravo déjà, il est généreux. Donc, et on sait que depuis la crise du Covid, la loi de finances rectificative de 2020 a donné la faculté, lorsque l'on donne à des associations qui aident des gens qui malheureusement ne peuvent pas se loger, des sans-abri, des repas gratuits aussi, donc d'avoir une réduction qui est de 75% plafonnée à 1 000 €. Autrement, c'est 66%. Donc l'impôt sur le revenu, 75%, 1 000 €,
pour des aides à des personnes en difficulté, autrement 66% dans le cadre de 20% du revenu taxable. Mais on a aussi l'IFI, si jamais notre ami est taxable à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et bien là on peut donner aussi dans le cadre d'un plafond de 50 000 euros de réduction maximale à hauteur de 75%, donc 66 000 euros de don maximal, 75%, donc de réduction. Mais là attention, ce soit un don qui est fait au profit de fondations et pas d'associations. Alors on a le choix. C'est pas cumulatif, pour le même don on n'a pas le droit de réduction, donc ça peut se compléter, on peut très bien donner 10 000 euros, en affecter une partie à l'impôt sur le revenu, puis une partie à son IFI, et puis on a des dates, pour l'impôt sur le revenu, c'est le 31 décembre, le 31 décembre de l'année N-1, donc en 2022, cette année, pour que ça s'applique en 2023. Pour l'IFI, c'est avant le dépôt, là encore, de déclaration en ligne, pour le 7 juin prochain, si on veut que ça s'applique cette année, autrement, après 7 juin, ça sera pour l'IFI 2023, donc le meilleur moment où donner, si on ne sait pas, si on l'applique à son IR ou à son IFI, j'allais dire c'est 31 décembre, parce que ça s'applique tout de suite pour l'IFI 6 mois après, et 9 mois après pour l'impôt sur le revenu, tandis que si jamais on le fait le 2 janvier pour l'impôt sur le revenu, c'est 21 mois après. Donc la meilleure période, c'est maintenant pour l'IFI, puis si on ne sait pas, c'est avant le 31 décembre de cette année. Très clair. Donc il faut bien faire attention, il y a des petites subtilités. Des subtilités de date. Ouais, des très petites. Merci en tout cas d'avoir apporté ces éléments de réponse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui apportent des dons, et oui, on peut les déduire de ces impôts, comme vous venez de nous l'expliquer. Merci beaucoup Benoît Lombard, qui était donc en direct avec nous. Vous êtes le président de La Place.